tout le monde est installé, donc on va peut-être commencer, parce que je ne voudrais pas trop empiéter sur le temps de parole de la professeure Janice Sarra en l'introduisant ce soir, puisque c'est un cycle de 4 conférences qu'elle va donner au Collège de France. Et au début de ce cycle, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de présenter Madame Sarra, dont le titre est intraduisible en français parce que c'est Presidential Distinguished Professor. Je ne pense pas que on trouve d'équivalent. Donc Madame Sarra est professeure à la faculté de droit de l'Université de Colombie-Britannique. Comme vous le savez tous, se trouve sur la côte pacifique ouest du Canada. Et elle a été directrice de l'Institut des études avancées Peter Wall de Vancouver, qui est un institut qui a des liens anciens avec le Collège de France. Nous avons beaucoup d'échanges dans différentes disciplines, notamment en médecine, mais aussi, vous le voyez, en droit. Et je dois d'ailleurs m'y rendre au mois de mai prochain. À l'université, Madame Sarra est directrice fondatrice du Centre national pour le droit des affaires. Elle a été sénateur de l'Université de Colombie-Britannique et elle travaille dans les domaines du droit bancaire et financier, droit de l'insolvabilité, droit des sociétés et des valeurs mobilières, droit de l'économie et droit des contrats. Donc elle a enseigné ces matières à la faculté de droit de l'Université de Toronto. Elle est membre du barreau de l'Ontario. Elle a servi comme arbitre commercial et du travail pendant de nombreuses années. La question d'arbitrage est une question chaude actuellement en Europe, dans le contexte de la négociation du traité de libre-échange intercontinental. Et elle a fait partie d'un groupe d'experts de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international qui a facilité les procédures d'insolvabilité concernant les groupes d'entreprises internationales. Oui, merci de vérifier que vos téléphones soient éteints. Il reste quelques places assises, c'est au centre, mais vous pouvez encore y accéder. Tant que je parle, ce n'est pas gênant de m'interrompre, moi. C'est ensuite... Donc la professeure Sarra siège actuellement au groupe d'experts de la Banque mondiale sur les marchés financiers et dérivés. Et elle est l'auteure de nombreux livres et articles sur le droit bancaire, la finance, le droit des valeurs mobilières, la gouvernance d'entreprise, le droit des sociétés, le droit de l'insolvabilité. Et en 2014, elle a reçu un prix, le Woman of Distinction Award de Vancouver, et elle a été nommée l'une des 25 femmes les plus influentes du Canada, Pas vraiment. Québec inclus, je suppose, grâce à ses recherches et ses contributions en politique publique, en droit d'éducation. Madame Sarra est certainement l'une des meilleures spécialistes en Amérique du Nord des questions de droit financier. Elle m'avait fait l'amitié de contribuer à notre séminaire du mois de juin dernier, dont les actes viennent de paraître aux presses universitaires de France. Ils ne sont pas encore en librairie, mais le livre existe, donc ça sera en librairie le 12 novembre, par une contribution très remarquable sur la façon dont le monde de la banque assurance s'est emparé des risques climatiques comme d'une nouvelle table de jeu, si je puis ainsi m'exprimer. Et c'est un des chapitres les plus intéressants de cet ouvrage. Donc, c'est ce qui m'avait conduit à proposer à l'Assemblée des professeurs du Collège de France d'inviter Madame Sarra comme professeure invitée au Collège pendant ce mois de novembre pour venir nous parler de ses recherches. L'Assemblée a trouvé à l'unanimité que cette idée était excellente. Donc je suis très heureux de vous accueillir en tant que professeur invité et de vous remettre à cette occasion d'ailleurs nous avons encore quelques rituels au Collège de France. Cette médaille qui sera un souvenir de votre passage ici. C'est Guillaume Budet. C'est l'époque où les chefs d'État se faisaient conseiller par des savants sur ce qu'il convenait de faire, et c'est à ces conseils que nous devons l'existence du collège. Voilà.
Donc, bienvenue, je vous remercie d'être venus nombreux. Madame Sarah a décidé de faire ses interventions en langue française, qui n'est pas sa langue maternelle, mais elle vient d'un pays qui pratique le bilinguisme. Et donc, chère Janice, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le Collège de France ainsi que le professeur Supio et aussi merci pour l'introduction très généreuse. Alors, il y a beaucoup de textes dans ma PowerPoint ce soir pour que vous puissiez me comprendre. Alors, la crise financière mondiale a entraîné des préjudices sans précédent pour des millions de personnes qui ont perdu leur épargne, leurs entreprises, leur emploi et leur foyer. Nous en avons tiré des leçons dans une certaine mesure, mais cela n'est pas suffisant. Aujourd'hui, je me concentrerai sur deux des enseignements à en tirer. Le premier est que les chiffres à eux seuls ne suffisent pas à circonscrire le risque systématique. Le second est que la crise financière a des effets négatifs sur d'autres aspects de nos vies. Pour illustrer la relation existante entre marché financier et risque pour notre sécurité, j'évoquerai 4 exemples récents. L'effondrement de Rana Plaza au Bangladesh, la manipulation par Volkswagen des tests anti-pollution, la marée noire provoquée par BP dans le golfe du Mexique et le problème du changement climatique. Dans ma conférence de la semaine prochaine, je développerai ces idées dans le but de concevoir un modèle de réglementation pour les institutions financières proposant des produits extrêmement complexes. Et la semaine après ça, je discuterai la question de l'équité et la justice dans les marchés financiers. Mais un but aujourd'hui est de souligner le lien étroit entre la crise financière et d'autres aspects de la prise de décision au sein des entreprises et d'illustrer comment les mêmes types de raisonnements à court terme et échecs de gouvernance qui ont abouti à des pertes financières dévastatrices continuent à menacer la santé et sécurité des travailleurs et travailleuses, l'environnement et notre stabilité financière. Les chiffres sont rassurants. Dans un monde où tant de choses échappent à notre contrôle, l'idée de pouvoir prendre des décisions en mesurant l'efficacité d'une stratégie ou en jouant sur la maximisation de l'activité économique est particulièrement séduisante. On retrouve cette idée dans des théories de la gouvernance d'entreprise qui reposent sur la conviction que les gestionnaires ont l'obligation de maximiser la richesse des actionnaires. En effet, en maximisant la richesse des actionnaires, on s'imagine pouvoir faire une évaluation chiffrée de l'efficacité de la gouvernance d'entreprise. Cependant, d'un point de vue conceptuel, l'incertitude demeure, ce qui soulève des questions quant au pouvoir exercé par les sociétés, l'équilibre entre les intérêts des investisseurs, qui ont tous des échéances différentes, et le soin légitime que les dirigeants d'entreprises doivent apporter aux affaires des parties prenantes autres que les actionnaires. De plus, l'arrivée des gestionnaires des grosses sociétés, fortes de leurs ressources financières, sur la scène politique pose un problème. Comment justifier les positions adoptées par les dirigeants d'entreprises vis-à-vis de telle ou telle mesure politique ou sociale? Ces dirigeants font valoir la maximisation de la richesse,
et n'ont pas pris en compte l'hétérogénéité des préférences politiques, sociales et éthiques des actionnaires au nom desquels leur entreprise finance des campagnes électorales, car cet argument manque de force. Or, la tendance sur le marché est de tout réduire à des chiffres. Ce faisant, on néglige le rôle de facteur humain dans la prise de décision, qui suppose que l'intérêt économique personnel, pour ne pas dire la cupidité, peut être aussi entre en jeu. Les produits financiers qui ont proliféré sur les marchés, tels que les instruments dérivés, les prêts hypothécaires à risque et les créances titrisées, ont causé une grande tort aux citoyens ordinaires. Les préjudices entraînés par la crise ont eu des répercussions générales en termes de pertes financières. En revanche, un petit groupe de privilégiés a gagné des millions sans soucier des torts qu'ils infligeaient. Les causes sous-jacentes à la crise financière étaient complexes. Elles étaient liées à l'interaction entre produits financiers structurés, lacunes réglementaires et manque de compréhension de risques systématiques. Les normes établies par les gouvernements en termes de liquidité et d'allocation des capitaux étaient insuffisants, laissant ainsi les banques pratiquement libres de décider par elles-mêmes quels étaient leurs besoins en capitaux. Misant exagérément sur l'effet de levier, les banques ont laissé grossir leurs dettes, ce qui leur a permis d'annoncer des profits plus importants que la réalité. Or, les investissements habituellement utilisés par les banques pour garantir leurs promesses vis-à-vis leurs déposants étaient surévalués. Et lorsque les prix ont chuté, les capitaux se sont révélés insuffisants pour qu'elles puissent tenir leurs engagements. L'idée que les institutions financières étaient trop grosses ou trop dépendantes les unes des autres pour s'effondrer a généré un risque supplémentaire. Les chiffres ont donc masqué le fait que ces pratiques mettaient les personnes et l'ensemble du système financier en situation de vulnérabilité, ce qui n'est devenu évident que lorsque les banques ont commencé à faire faillite. De plus, la recherche de profit a modifié les relations au sein des marchés financiers qui ont également été gravement affectées. Auparavant, le prêteur principal d'une entreprise était le banque qui entretenait une relation avec cette entreprise et la communauté dans laquelle elle était implantée. Alors, le prêteur veillait à ce que les conventions de prêt fussent respectées et intervenait souvent de façon informelle pour résoudre les problèmes à un stade précoce. Mais la nature de l'endettement a changé. Les banques ont utilisé leurs dettes, ce qui revient essentiellement à regrouper certains des prêts sous forme d'obligations adossées à des actifs. En anglais, on dit Collateralized Debt Obligations ou CDO. La titrisation a abouti à une situation dans laquelle la banque, après avoir perçu les frais liés à un prêt, le répartissant entre plusieurs tranches et en vendant les droits à des citoyens ordinaires comme des investissements moyennement ou peu à risque, alors qu'en réalité, le risque était très élevé. En raison de la complexité de la structure des titres, les investisseurs étaient incapables de comprendre les chiffres, comme le fait remarquer Andrew Haldane, directeur général de la division stabilité financière de la Banque d'Angleterre. Pour vraiment comprendre de quoi il s'agit,
une personne investissant dans des obligations adossées à des actifs devrait lire plus d'1 milliard de pages. Lorsque les banques accordaient un crédit, elles le faisaient avec des conventions de prêt minimales, expurgées des clauses habituelles qui permettent de surveiller la situation et d'intervenir à temps le cas échéant. Aux États-Unis, les gens qui remplissaient les conditions pour obtenir des prêts hypothécaires ordinaires, et en particulier les personnes noires, se sont tournés vers des prêts hypothécaires à risque, subprime mortgages, à cause de frais élevés prélevés par les prêteurs initiaux, à savoir les banques. Ces derniers ont été dans l'incapacité de rembourser leurs prêts et d'innombrables personnes ont perdu leur logement. Entre 2009 et 2012, plus de 500 000 saisies annuelles furent effectuées aux États-Unis. Cette nouvelle possibilité de transférer les risques sur autrui tout en masquant la réalité derrière la complexité des chiffres et du nouveau produit financier a entraîné des alias moraux. En effet, les banques ayant créé un risque pour ensuite le transférer ont profité de la situation tout en exposant un minimum en cas de défaut de paiement. Un autre problème important est que les institutions financières avaient acheté swaps sur défaillance de crédit, en anglais Credit Default Swaps, qui garantissaient qu'au cas où une entreprise concernée par une CDS ferait défaut à ses paiements, l'acheteur serait payé. L'objectif initial de ces contrats, qui était de gérer les risques, c'est un bon objectif, a été supplanté par l'apparition d'un marché spéculatif d'achat et de vente de CDS ayant une valeur plusieurs fois supérieure à celle des actifs ou entités sous-jacentes. Si la couverture était excédentaire grâce à l'achat de CDS par multiple de la valeur du prêt sous-jacent, cela constituait une nouvelle incitation à provoquer un défaut de remboursement, car le versement était le plus important si l'entreprise faisait faillite. Contrairement à l'assurance habitation que nous avons, tout ensemble, qui couvre seulement la valeur de logement, afin de décourager des agissements tels que provoquer un incendie pour être indemnisé, il n'y a pas de limite au montant de versement de CDS, ce qui est une incitation à se précipiter l'effondrement des entreprises. Les traders recevaient de grosses primes pour effectuer des opérations sur les instruments dérivés, ce qui les incitait à rechercher des profits à court terme au détriment de la viabilité à long terme de leurs entreprises et du système financier. Les conséquences de la crise financière mondiale sont d'une gravité exceptionnelle. Des mesures de soutien budgétaire ont été lancées dans le monde pour un montant total de 3 000 milliards de dollars américains, ce qui a soumis les finances publiques de nombreux pays à une pression énorme. Les gouvernements européens ont apporté plus de 750 milliards d'euros pour renflouer les banques. Mais les millions d'emplois perdus et les énormes difficultés financières auxquelles les victimes de la crise sont confrontées. Aux États-Unis, la protestation publique a été considérable, car le renflouement des institutions bancaires a eu lieu alors même que les dirigeants continuaient à recevoir leurs primes, leurs bonuses, et les travailleurs étaient privés de leurs moyens de subsistance, leur logement et leur épargne retraite. Aujourd'hui, c'est la population qui, par le biais de la compression des services publics et de l'augmentation de la charge fiscale, finance le coût de sauvetage des banques.
Par conséquent, bien que nos marchés financiers se soient appuyés pendant de nombreuses années sur les nombres et que les données financières aient été communiquées aux investisseurs et déposants pour qu'ils puissent ouvertement évaluer ce qui était en jeu, ces chiffres masquaient en fait la réalité du risque financier et économique. Si les changements fondamentaux ne sont pas apportés, nous risquons de nouveaux effondrements financiers. Alors, les administrateurs et dirigeants sont ceux qui prennent les décisions des institutions financières et c'est seulement en les tenant pour responsables que nous pourrons remédier à certaines causes de la crise financière. En 1962, Adolf Berle était convaincu qu'une législation inspirée de la Grande Dépression exigeant la divulgation publique de l'information financière associée à un consensus public sur ce qui constitue un comportement approprié en matière de gestion. L'exigence de la divulgation de l'information financière demeure, même si elle est pratiquement annulée par la complexité même du produit, mais une question continue à se poser. Le consensus sur ce qui constitue un comportement approprié en matière de gestion a-t-il véritablement été incorporé à la psychologie des dirigeants actuels? Les normes de gouvernance de toutes les banques et institutions financières devraient avoir pour objectif la viabilité à long terme de ces derniers et de leur clientèle, plutôt que viser des profits à court terme. La notion de responsabilité individuelle et l'obligation de rendre des comptes brillent pour leurs absences dans les débats actuels sur la politique publique depuis le début de la crise de 2008. Des pays entiers continuent à être en difficulté économique. Malgré tout, le discours général se résume globalement à tout le monde s'est trompé, dont personne n'est pas responsable. En contraste avec le faible nombre de poursuites de chefs de la direction et de dirigeants financiers aux États-Unis et en Angleterre, l'Islande vient de condamner 26 banquiers à des peines de prison allant de 2 à 5 ans pour manipuler les marchés financiers islandais après en France, Islande, merci. Islande ont déréglementé leur secteur de la finance et une accumulation de la dette extérieure a entraîné un effondrement de l'ensemble du secteur bancaire. La stratégie à l'échelle mondiale à ce jour consiste à élaborer des systèmes pour atténuer les risques futurs plutôt que d'essayer de comprendre quels sont les aspects de facteurs humains qui ont joué un rôle déterminant dans la crise. Cette absence de prise de responsabilité constitue un aléa moral. On peut y remédier en veillant à ce que, dorénavant, la réglementation exige des institutions ou des intermédiaires financiers eux-mêmes qu'ils assument les coûts de tout effondrement futur. Toutes les institutions financières devraient avoir l'obligation de respecter les règles de gestion prudentielle, c'est-à-dire les dirigeants de ces institutions devraient agir au mieux des intérêts de l'entreprise à long terme en veillant notamment à protéger les bénéficiaires, les déposants et les détenteurs de l'assurance vie. Si les banques prenaient en considération la diversité des intérêts, elles pourraient à long terme améliorer leur stratégie. En cas de non-respect de leurs obligations prudentielles, les administrateurs et hauts dirigeants devraient aussi pouvoir être tenus légalement responsables. Il est également nécessaire de limiter les conflits d'intérêts au sein de l'organisation complexe
des institutions financières mondiales, notamment lorsque les professionnels fournissant des conseils d'investissement sont les mêmes qui se gèrent les fonds des investissements. L'obligation prudentielle permettrait alors d'inciter les institutions financières à mettre en œuvre des systèmes de rémunération qui découragent la recherche de profit à court terme au détriment des intérêts des parties prenantes, et ce à tous les niveaux. Ces systèmes de rémunération devraient récompenser les compétences et les efforts consentis, mais décourager la prise de risques excessifs et le comportement égoïste. Une autre mesure pourrait consister à limiter l'utilisation de CDS et d'autres produits dérivés similaires à des fins de gestion des risques et à interdire leur prolifération à des fins spéculatives. D'une part, les crises financières ont des effets négatifs directs sur d'autres aspects de notre vie. D'autre part, les entreprises sont soumises à des pressions de plus en plus fortes pour réaliser des profits à court terme. L'écroulement de Rana Plaza est là pour nous rappeler la relation existante entre sécurité des travailleurs et travailleuses et marché financier. Cet immeuble industriel à Bangladesh, où étaient fabriqués des vêtements de marque pour des grandes transnationales comme Benetton, Gap et Walmart, s'est effondré en avril 2013, tuant 1135 personnes et faisant plus de 2500 blessés graves. Le meuble comptait initialement 4 étages, et 4 étages supplémentaires lui avaient été ajoutés sans permis de construire. L'écroulement a été provoqué par les vibrations émises par un groupe électrogène installé sur le toit et par le fonctionnement d'autres machines dans le meuble. Le jour avant l'écroulement, de grosses fissures étaient apparues et les travailleurs avaient été renvoyés chez eux pendant qu'un ingénieur examinait le meuble. Mais le lendemain, on a ordonné aux employés de retourner travailler s'ils ne voulaient pas être privés de leur salaire et mis à l'amende. La course au profit a donc abouti à édifier un immeuble dans des conditions contraires aux exigences du Code de bâtiment et à mettre en jeu des vies humaines en dépit de preuves évidentes d'un danger imminent. Le désastre qui sont suivis en dépit de dangers évidents est révélateur de la relation entre les marchés et notre santé et sécurité. Dans le monde, les vêtements sont confectionnés par la filière de grandes entreprises transnationales ou par des fournisseurs commerciaux utilisant leur propre chaîne d'approvisionnement, ce qui permet aux ETN de ne pas payer les frais liés à la santé et sécurité des travailleurs. L'écroulement de Rana Plaza est survenu après toute une série d'accidents similaires de ces dernières années. Ce n'était pas la première fois, il y avait beaucoup d'accidents dans la région Bangladesh. Ainsi, la pression exercée sur les ETN par le marché pour obtenir des profits à court terme et rapporter des rendements plus juteux aux investisseurs incite à négliger la santé et sécurité des travailleurs et travailleuses. Sur la pression considérable exercée par la OCDE et l'Organisation internationale du travail, 2 ans après la tragédie de Rana Plaza, un certain nombre de ETN ont donné 21 millions de dollars au Rana Plaza Trust Fund, créé pour dédommager les victimes, mais dans certains cas, les dédommagements n'a pas même suffi à couvrir les frais pour les funérailles des travailleurs qui ont péri.
Mais aussi l'Organisation internationale du travail a signalé que le fonds manque encore 8,5 millions de dollars. Il y a aussi 2 accords qui ont pour objectif de renforcer les inspections de sûreté et d'incendie dans l'industrie textile et d'améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. Les objectifs poursuivis sont louables. Formaliser des engagements éthiques et le respect des normes internationales et exiger des ETN la mise en place d'un système de gestion et mesures à prendre. Il reste cependant à voir si ces objectifs déboucheront sur un changement tangible, compte tenu des pressions financières exercées par les marchés. Par exemple, le fabricant de vêtements Gap, qui fait des affaires avec 78 usines au Bangladesh, a refusé de signer l'accord. Dans la même période, il a signalé une hausse de bénéfices de 43%. Alors, il n'y a pas un lien entre le média négatif et le profit. Ça, c'est un problème, à mon avis. Un an après l'écroulement de Rana Plaza, plus de 80 000 infractions aux normes de sécurité ont été révélées. Il est clair que la possibilité d'une inspection ne suffit pas à encourager la prévention des problèmes de sécurité. Les accords seront en vigueur seulement 5 ans. Les ressources nécessaires pour mener des inspections, contrôler la conformité et faire appliquer des normes sont toujours inexistantes au niveau local. En l'absence d'un désastre risquant de porter atteinte à leur image publique, les ETN ne sont pas particulièrement motivés quand il s'agit de protéger la santé et sécurité des travailleuses, car cela va à l'encontre de la vision à court terme imposée par le marché financier et des pressions exercées par les investisseurs qui exigent des profits immédiats. Le mode de production en flux tendu fait également que les fournisseurs commerciaux et les succursales des ETN se sont extrêmement vulnérables vis-à-vis du pouvoir des ETN et se sentent eux-mêmes dans l'impossibilité d'offrir à leurs employés une forme quelconque de sécurité économique. Ces problèmes sont aggravés par la structure juridique actuelle des entreprises en tant que personnes morales, car tant que les sociétés mères pourront se réfugier derrière la personnalité juridique distincte de leur succursale ou une longue chaîne d'approvisionnement, le système ne changera pas. Alors, Volkswagen. Le 3 septembre, Volkswagen a avoué aux autorités réglementaires américaines que 11 millions de ses véhicules dans le monde étaient équipés d'un dispositif permettant de manipuler les tests antipollution. Ce dispositif permet de détecter le moment où celles-ci se sont soumises à un test antipollution et d'ajuster leur moteur pour que les émissions d'oxyde d'azote restent dans les limites établies par les autorités américaines. Lorsqu'elles circulaient, les voitures émettaient jusqu'à 40 fois plus d'oxyde d'azote que la limite fixée par la législation. Plus d'un an auparavant, des chercheurs de l'Université de West Virginia avaient publié une étude révélant que les émissions dégagées en conditions réelles par ces modèles étaient très supérieures aux normes autorisées. Volkswagen, qui avait connaissance de l'étude, n'a pas réagi. Le ministère des Transports allemand a estimé qu'en Europe seulement, les moteurs de 3,6 millions de voitures devront être modifiés pour répondre aux normes antipollution. Le directeur général de Volkswagen America, Michael Horn, a déclaré que ce dispositif a été installé par 2 ingénieurs.
Ceux-ci auraient commencé à installer ces dispositifs de manipulation après s'être rendu compte qu'un nouveau moteur de Volkswagen, très coûteux, ne satisferait pas aux normes d'émission américaines. Cependant, selon les experts, il n'aurait été pas possible pour deux ingénieurs voyous de lancer cette fraude sans que la direction ne le sache. Ce n'était pas la première fois que Volkswagen a triché par rapport au test d'antipollution. Déjà en 1973, Volkswagen avait installé un dispositif de manipulation sur ses véhicules et avait été poursuivi par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis avant d'être condamné à une amende de 120 000 dollars américains. L'affaire de dispositif de manipulation de Volkswagen est un échec de gouvernance. L'utilisation de ce dispositif pendant des années constitue fondamentalement une escroquerie vis-à-vis des autorités de réglementation et des automobilistes. Le coût pour l'entreprise, ses investisseurs et ses employés est substantiel. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que le coût environnemental de ces niveaux d'émissions excessifs n'est pas connu. Au final, les pressions exercées pour obtenir des profits à court terme ont mis l'entreprise en grave péril, car ce manque de supervision a mis en jeu la viabilité de Volkswagen. Après 5 ans de litige judiciaire aux États-Unis, le mois dernier, la compagnie pétrolière BP a accepté de payer plus de 20 milliards de dollars en réparation de la marée noire provoquée en 2010 par l'explosion de sa plateforme de forage Deepwater Horizon, qui a entraîné le décès d'11 personnes et des déversements de plus de 507 millions de litres de pétrole dans le golfe du Mexique. Des écosystèmes entiers ont été bouleversés. Les entreprises et de nombreuses personnes ont perdu leurs moyens de subsistance et leur sentiment de sécurité. Un juge américain a déclaré en septembre que BP avait fait preuve de grave négligence dans sa gestion de puits de forage. L'explosion de la plateforme était liée à l'utilisation d'un ciment défectueux, mais moins cher. Une commission de la Maison-Blanche a dévoilé que BP et ses partenaires avaient pris des décisions pour réduire les coûts et que le système de sécurité était insuffisant. Ici, vous voyez une erreur couverte de pétrole. Les scientifiques ont estimé que 800 000 oiseaux sont morts en raison de la fuite de pétrole. 5 ans après l'accident, l'industrie pétrolière a étendu son envergure technologique de sorte qu'il sera plus difficile d'anticiper les interactions complexes entre les techniques de forage, les inévitables erreurs humaines et l'environnement marin en eau ultra-profonde. Ces pratiques représentatives de ce secteur industriel risquent de se répéter. Les 2 exemples environnementaux que je viens d'aborder constituent une bonne introduction à un problème mondial pressant, celui du changement climatique qui est directement lié au marché financier. Selon la Banque mondiale, si nous ne modifions pas notre approche à l'égard des émissions, d'ici 45 ans, la plupart des terres émergées de la planète seront soumises à des vagues de chaleur sans précédent, à une pénurie d'eau et de nourriture et à une perte de biodiversité irréversible.
Les conséquences sont aussi graves pour notre sécurité financière. Le mois dernier, un rapport publié par un groupe de réflexion mondiale a conclu que le changement climatique présente un risque élevé pour le portefeuille d'une clientèle diversifiée des investisseurs, ce qui, à son tour, constitue une menace pour la sécurité et le bien-être financier des bénéficiaires, c'est-à-dire nous tous. Parallèlement, un marché spéculatif lié au changement climatique est en train de naître, sur lequel on trouve aussi bien des instruments dérivés que des obligations catastrophes ressemblant aux produits structurés qui ont largement précipité l'effondrement financier mondial. Janice, il faut peut-être que vous expliquiez ce que sont les obligations catastrophes. Oui. Alors, c'est le prochain... par exemple, ça c'est en anglais, on dit catastrophe bonds ou cat bonds. Mais bien que les obligations catastrophes constituent une stratégie de réduction des risques en cas d'événements peu féconds mais à fort impact, elles ne font rien pour prévenir ou atténuer les causes sous-jacentes des événements climatiques. Alors, des obligations on peut acheter, c'est une forme d'assurance, mais ce n'est pas vraiment l'assurance. Et ça, c'est pourquoi il y a des problèmes avec ces obligations. Ils entraînent également des alias moraux. En effet, ces obligations comportent souvent des clauses qui limitent strictement la nature et le lieu de la catastrophe couverte. L'événement déclenché, autrement dit, la catastrophe qui entraîne une indemnisation, doit répondre à des critères très spécifiques qui peuvent être difficiles à satisfaire. Par exemple, dans le cas de tremblements de terre et tsunami de 2011 au Japon, des obligations catastrophes avaient été émises sur Tokyo, qui a subi des dégâts considérables, mais les indemnisations n'ont pas été versées car le site de séisme n'était pas dans la ville. Alors, les définitions étroites des événements déclencheurs et les interprétations restrictives de la survenance ou non des événements climatiques avaient pour conséquence que les assureurs n'étaient pas assez bien couverts qu'ils le croyaient. Oui? Les obligations catastrophes peuvent bénéficier plus aux investisseurs qu'à ceux qui cherchent à s'assurer. Le marché actuel s'élève à plus de 13 milliards de dollars, avec un rendement pour les investisseurs de 60% entre 2007 et 2011. Alors, d'un côté, il n'y a pas de couvrage, le couvert pour les gens qui veulent s'assurer, et de l'autre côté, il y a beaucoup de profit pour les joueurs dans le marché. Parce que notre législation environnementale ne s'intéresse qu'aux préjudices immédiats et non aux conséquences à long terme des émissions de gaz à effet de serre, les entreprises ont pu tirer profit de l'utilisation de combustibles fossiles et empiéter sur les puits naturels de carbone tout en externalisant les coûts de leurs activités. Même lorsque les entreprises prévoient un budget pour la protection de l'environnement, la présentation de l'information financière tous les trimestres ou tous les ans vise le court terme et ne permet pas de rendre compte des préjudices à long terme sur l'environnement. Cette situation est exacerbée par la pression exercée sur les directeurs d'entreprises pour qu'ils offrent aux bailleurs de fonds de marché financier des rendements à court terme. Les dirigeants politiques devraient dès à présent s'engager vis-à-vis du changement climatique. En se fixant 4 étapes de financement, instaurer une taxe mondiale sur le carbone pour remédier au fait que durant des décennies, les entreprises ont externalisé leurs coûts. Taxer toutes les transactions du marché financier pour garantir la pérennité de l'environnement. Élargir les obligations fiduciaires des directeurs dirigeants pour y
inclure le développement durable et renforcer le rendement de capital, notamment pour exiger des investisseurs institutionnels une gestion environnementale adéquate. En conclusion, tous ces exemples peuvent être considérés comme l'aboutissement du concept de maximisation de la richesse, que veut que le coût et bénéfice soient envisagés à court terme or il semble qu'il n'y a pas de consensus public sur ce qui constitue une gestion appropriée, socialement responsable de la part des entreprises, susceptibles d'être mises en application par nos institutions politiques et sociales. L'une des leçons les plus importantes à tirer de la crise financière est la nécessité de prendre des mesures sociales et politiques pour résoudre les problèmes que je viens d'évoquer. L'absence d'une action efficace dans les années qui ont suivi la dévastation qui s'est aboutie sur le citoyen ordinaire souligne combien il est important que ces derniers contribuent à apporter la réponse qui permettra de définir le consensus public qui fait aujourd'hui défaut. Les leçons tirées de la crise ne sont pas suffisantes. Nous devons repenser fondamentalement notre approche de la gouvernance de l'entreprise. Nous devons exiger des administrateurs et dirigeants qu'ils agissent en sorte de protéger notre environnement, sécurité et stabilité financière. Nous devons prendre maintenant des mesures décisives pour remédier au plus vite au changement climatique. La récession mondiale devrait inciter les entreprises transnationales à donner la priorité aux intérêts des communautés plutôt que de rechercher des profits à court terme. Nous devons tenir nos dirigeants politiques responsables des décisions qu'ils prennent aujourd'hui à l'égard des institutions financières et des entreprises dont les agissements affectent notre qualité de vie et, à long terme, celle de nos enfants et petits-enfants. Merci. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps, si vous êtes d'accord, pour qu'on puisse avoir un petit échange avec la salle. Merci beaucoup, Janice, pour cet exposé qui nous a redressé le décor historique des sujets que vous allez traiter, en nous rappelant cet enchaînement des causes à partir de la crise de 2008. Et je vous remercie aussi d'avoir mis l'accent sur ces questions d'environnement, puisque vous le savez, nous sommes tous dans l'attente de la COP21 et des décisions qui sont prises. Donc on peut espérer que vos appels seront entendus. Cela dit, je vais poser la première question, ensuite je passerai la salle. Vous parlez comme s'il fallait maintenant prendre des mesures, mais la crise des subprimes remonte à 2008, c'est-à-dire à 7 ans, pas 7 ans de malheur, mais enfin 7 ans. Et par conséquent, je pense que vous aurez l'occasion de parler des mesures qui ont pu être prises depuis lors. Mais si je comprends bien ce que vous nous avez expliqué, ces mesures sont largement insuffisantes. Oui. Alors, il y a beaucoup de mesures pour certains. Le groupe G20, G20, ont pris beaucoup de mesures comme d'améliorer le niveau de l'indication de capitaux, par exemple. Aussi, il y avait des nouvelles lois dans les États-Unis qui est contre le subprime hypothèque. Mais ça, c'est beaucoup de changements et beaucoup de réglementations avec beaucoup de détails. Par exemple, la loi Dodd-Frank a plus de 2000 pages de réglementation et une autre 6000 pages de règles. Mais après tous ces règlements, ça c'est un détail qui peut manquer peut-être le sous-cause, qui est
les actions des personnes réelles et leurs incitements pour le profit à court terme. Alors, il y a beaucoup de changements et beaucoup d'informations et moi, j'ai tout le temps, tous les changements réglementaires. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant parce que c'est trop facile maintenant pour éviter les règlements parce qu'ils sont assez complexes. Ça, c'est un problème. Donc, je parle un peu la semaine prochaine. Mais aussi, je pense que nous devons vraiment repenser fondamentalement comment on donne la responsabilité aux dirigeants et administrateurs de ces institutions financières. Et aussi, il y a un rôle pour les investisseurs institutionnels parce qu'ils ont les investisseurs avec le pouvoir, vrai pouvoir de faire le changement, de faire la pression pour les changements aux ces entreprises. Pas moi ou vous, mais les grands investisseurs ont le pouvoir vraiment. Oui, parce que ce que je retiens notamment de l'exposé, c'est deux séries de problèmes. Les uns sur la temporalité. Vous avez beaucoup insisté sur le court-termisme, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans des systèmes où autant les puissances publiques d'ailleurs que les directions des entreprises ou des institutions financières ont été enfermés dans un temps court, même dans un temps très court, puisque dans les salles de marché, c'est même avec le high-speed trading, c'est le temps informatique. Alors, est-ce qu'il existe des dispositifs juridiques qui pourraient permettre de remettre une sorte de viscosité temporelle, d'obliger à retrouver un horizon long du point de vue de la temporalité? Et puis l'autre élément, c'est l'illusion selon laquelle on pourrait évacuer toute considération de la dimension personnelle des opérations de crédit. Alors je ne sais pas si ça marche aussi bien en anglais, mais dans le cas de la langue française, qui est tellement racinée dans le latin, le mot crédit renvoie au verbe credere. Donc c'est le fait de croire. Accorder un crédit, c'est de croire. Et donc si vous prêtez de l'argent à une personne, c'est que vous avez foi, autre mot, la foi dans cette personne. Alors ces éléments de foi nécessaires, la déesse Fides, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, était une vieille dame aux cheveux blancs qui existe même avant Jupiter. Parce que pour que la parole, pour qu'un ordre puisse advenir dans le monde, il faut qu'on puisse accorder crédit à la parole. Donc la notion de... comme souvent dans l'histoire de l'Occident, on a donné des visages de déesses et ensuite c'est devenu des concepts. Mais il y a tout cet élément dans toutes les opérations de crédit et de monnaie, visible sur les billets $1 où il y a écrit « In God we trust », donc il y a l'idée d'un garant et du crédit que l'on peut faire à la parole d'autrui. Or, les subprimes procédaient de l'idée qu'une agrégation statistique des risques, c'est-à-dire des opérations de calcul, pouvait permettre de faire passer à la trappe, si je peux dire, d'ignorer la considération des personnes. C'est-à-dire on allait pouvoir accorder un crédit à une personne indépendamment de toute croyance dans sa capacité de remboursement, et ensuite, peu importait, puisque par la titrisation, comme vous l'avez expliqué, on pouvait passer ce risque à quelqu'un d'autre qui, agrégeant des bons et des mauvais risques, on pensait qu'on allait faire disparaître une recette miraculeuse. L'alchimie revient transformer le plomb des mauvaises créances dans l'or de choses garanties par les agences. Alors ce que je me demandais, c'est... Bon, tout ça n'a pas marché, le principe de réalité revient à un moment ou à un autre. Et est-ce que certaines limites ont été posées, par exemple, à la question de la titrisation? Est-ce qu'il y a eu un réel débat après la crise de 2008 sur la possibilité de limiter ces possibilités de titrisation? Alors là aussi, je ne voudrais pas trop empiéter sur ce que vous allez dire dans les prochaines séances, mais
je pense en la possibilité de prendre des assurances sur des risques qu'on ne court pas soi-même, ce qui est aussi une des sources. Si vous pouvez assurer la maison de votre voisin contre l'incendie, on peut créer des situations qui deviennent dangereuses, que vous avez touché la prime si la maison du voisin brûle. Donc c'est pas très sécurisant finalement. Donc est-ce qu'il y a eu un débat sur la possibilité de réduire ces capacités de titrisation? Oui. Pour le premier pas, à propos de la notion de temporalité, c'est intéressant, il y avait 2 études très récentes où les dirigeants et les directeurs ont reporté que les pressions sont beaucoup plus maintenant qu'avant pour le profit court terme. C'est intéressant parce qu'il n'y a aucune leçon dans ce sens. C'était un cadre de 1000 directeurs qui est en survenue. Oui. Alors, il reste encore un problème avec la notion de profit court terme. Pour l'autre, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un débat maintenant aux États-Unis et au Canada si on peut régler les swaps sur défaillance, par exemple, ou dérivés, pour temporer ou réduire le marché spéculatif. Mais il n'y a pas, à ce moment, je ne sais pas le mot, the political will, la volonté politique. La volonté politique pour faire ces mesures. Alors, c'est intéressant, l'association qui représente les traders des dérivés a beaucoup de pouvoir dans le monde et il y a beaucoup de pression de ne pas faire les réglementations. Et c'est un argument que peut-être vous bien connaissez, que c'est plus important que les professionnels dans l'association règlent leur-même que par les gouvernements. Mais il y a un problème parce qu'il y a un conflit d'intérêts pour avoir la réglementation dans la même association où ils représentent les intérêts privés. Alors, à ce moment, il y a un débat, mais pas un mouvement progressif, à mon avis. Oui, parce que l'argument employé souvent est celui de la technicité. Si je peux faire une comparaison avec un domaine voisin, d'ailleurs, c'est celui de la réforme des normes comptables, qui est intervenu d'ailleurs à une période comparable. Donc, dans les années 80-90, on a réformé les normes comptables internationales en supprimant le principe de prudence qui obligeait à n'entrer en compte un bien qu'à sa valeur historique, c'est-à-dire au coût où on l'avait acheté diminué de l'amortissement. Donc on ne pouvait pas spéculer sur le prix possible de revente en disant sur le marché, maintenant mon appartement vaudrait tant, on doit l'inscrire coût d'achat diminué de la valeur d'amortissement. Et cette règle a été remplacée par celle de la fair value, que je traduisais par valeur blonde, mais enfin, de la juste valeur, qui est en fait la valeur de marché instantanée, et qui a eu des effets procycliques considérables sur les bilans, puisque ça a donné l'apparence tout d'un coup d'une prospérité qui était illusoire, et beaucoup des gens qui ont prêté dans les systèmes de subprime, on leur disait, mais votre maison maintenant, elle vaut très cher, donc si vous prenez une hypothèque, vous allez être... Et ces normes, aujourd'hui, sont conçues par 2 agences privées, une américaine, une européenne, mais l'européenne est basée à Londres, qui sont entièrement entre les mains de professionnels. Le Parlement européen se contente d'entériner des normes qui sont fabriquées. L'argument est celui du fait que ce sont des normes techniques. Mais en réalité, rien n'est plus politique que de construire une norme comptable parce qu'il s'agit de donner une image de la vérité. Et cette image, dans l'histoire de la comptabilité, on sait parfaitement que la tradition anglo-saxonne, c'était donner une image juste à l'investisseur. Dans les traditions continentales, c'est donner une image juste au fisc. Mais dans les 2 cas, il s'agissait de rendre compte à. Or, maintenant, les normes comptables sont conçues seulement comme un instrument de benchmarking, c'est-à-dire d'étalonnage des performances financières. Donc, au lieu de protéger l'entrepreneur lui-même et le public contre une perte de contact avec la situation réelle de l'entreprise, on a, par le système de fair value, fait en sorte, mais toujours au nom d'un savoir technique,
que ces normes contribuent au contraire à nourrir l'illusion d'une prospérité. À ce point, je crois me souvenir que les banques ont obtenu, après la crise de 2008, d'être débranchées du système de la fair value, parce qu'autrement, l'état de leur bilan aurait été apparu encore beaucoup plus catastrophique. Donc derrière ces questions de droit financier, on retrouve des questions vraiment de fond qui touchent à des basculements dans la conception du droit, et notamment dans le rapport entre la norme technique et la norme juridique. Et tout déplacement au détriment de la norme technique, c'est en fait, en général, un recul de l'emprise de la délibération démocratique du droit. Parce que si c'est technique, ça n'intéresse plus les représentants de la population, ça intéresse les spécialistes. Or, comme vous le disiez, les spécialistes, souvent, sont les premiers intéressés à une certaine norme. Et est-ce qu'il y a eu un débat sur ces questions des normes comptables aussi dans le contexte? Pas assez. Pas assez. Oui, il y a des débats. En Angleterre, par exemple, il y a des professionnels et les membres de banques d'Angleterre, par exemple, et des chercheurs si on peut vraiment changer les normes et les bases de formulation, de réglementation. Mais c'est intéressant. Au Canada, il n'y a presque aucun débat. Et pour la plupart, nous suivons les États-Unis. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec la lacune de débat aux États-Unis sur cette question, à mon avis. Alors, c'est problématique.